Mais c'était un commentaire intéressant de la part de la première ministre du Danemark. Elle a fait remarquer que si les États-Unis attaquaient et prenaient le Groenland, cela signifierait la fin de l'OTAN. Mais penses-tu, plus ou moins, que c'est déjà en train de se produire? Nous avons parlé du déclin, voire de l'effondrement de l'OTAN, ou du moins du fait qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Penses-tu que cela serait maintenant quelque chose qui détruirait complètement l'OTAN? Parce que, eh bien, les États-Unis ne semblent pas très intéressés à la maintenir, et les Européens ne peuvent pas ignorer que la réalité a changé de manière spectaculaire. Il faut aussi se rappeler que toute la question de l'Ukraine est étroitement liée à celle de l'avenir de l'OTAN. Vous savez, beaucoup de gens soutenaient, même avant que la crise au Venezuela n'éclate récemment, que l'OTAN était en grande difficulté. Et si les Russes remportent la guerre en Ukraine, ce qui semble bien être le cas, cela porterait un coup très sérieux à l'Alliance. Donc si l'on relie ce qui se passe en Ukraine à une possible invasion du Groenland, on pourrait dire que ce serait une combinaison fatale qui ruinerait pratiquement l'Alliance. L'Alliance pourrait subsister de nom, mais en termes d'efficacité, en termes de ressemblance avec ce qu'elle était entre 1949 et 2025, ces jours-là seraient révolus. L'OTAN ne serait plus que l'ombre d'elle-même. Elle serait pratiquement détruite. Je pense qu'on peut défendre ce genre d'argument. Encore une fois, je crois que les Européens feront tout leur possible pour empêcher que cela n'arrive. En grande partie parce que l'OTAN signifie, pour eux, maintenir les États-Unis en Europe, garder le tétine américain en place. Et ils sont désespérés à l'idée de préserver cela. Il se peut donc que, si Trump envahissait le Groenland, et espérons que non, les Européens ravaleront malgré tout leur fierté et ne le soutiendront pas. Ils le critiqueront, mais d'une manière qui ne soit pas trop dommageable pour ne pas détruire l'Alliance. Il semble que l'un des principaux défis pour l'Occident politique soit de renégocier la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Car au-delà de la rhétorique autour de Trump, il y a ici quelque chose de significatif concernant la répartition du pouvoir. Les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'être aussi généreux qu'ils l'étaient après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d'autres priorités. Ils ne peuvent pas être partout. L'Europe n'est pas une priorité élevée et sa puissance relative dans le monde a également diminué. Ainsi, les Européens semblent vouloir retrouver l'Amérique du passé, celle qui s'engageait et continuait, en somme, à tout financer. Il semble simplement que pour les Européens, ils sont soit très soumis aux États-Unis, soit deviennent très anti-américains. Ils paraissent un peu polarisés. Il semble simplement qu'il serait possible d'adopter une politique plus raisonnable, une politique où nous nous adaptons aux nouvelles réalités multipolaires afin que les deux parties bénéficient d'un partenariat, d'une coopération en matière de sécurité et de liens économiques. C'est peut-être un peu comme un divorce, passer du statut de couple à celui de voisin, quelque chose dans ce genre-là. Il faut simplement que cela fonctionne pour les États-Unis, car ignorer les nouveaux intérêts des États-Unis serait, à mon avis, une erreur. Bien sûr, Trump a tendance à être beaucoup plus grossier que d'autres dirigeants, mais il y a quelque chose au-delà de sa personnalité. Il existe un véritable déplacement du pouvoir qu'il faut prendre en compte. L'idée que nous pourrions simplement continuer comme si nous vivions encore dans un ordre bipolaire ou unipolaire n'a pas vraiment de sens. Oui, je pense que tu as tout à fait raison, Glenn. Et je relierai ce que tu viens de dire à cette idée qu'il existe un groupe là-bas, ou une civilisation, peu importe comment on l'appelle, qu'on désigne comme l'Occident. Pendant la guerre froide, lorsque nous avons inventé ce terme, l'Occident, cela avait parfaitement du sens.
car nous étions confrontés à la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui se déroulait principalement en Europe. Le cœur de cette compétition se trouvait en Europe centrale. Tous les pays du côté occidental de la division étaient étroitement alliés aux États-Unis et ceux du côté oriental étaient étroitement alliés aux Soviétiques. Dans ce contexte, il était donc tout à fait logique de parler de l'Occident et nous étions fortement intégrés. De plus, après la fin de la guerre froide et notre entrée dans le moment unipolaire, il n'y avait évidemment plus de menace soviétique. There's obviously no Soviet threat anymore, but the countries of Western Europe are thoroughly. Mais les pays d'Europe occidentale sont profondément libéraux. Ils partagent les mêmes valeurs que les États-Unis. Et ce qui se passe, c'est que l'Occident, héritier de la guerre froide, décide de déplacer l'OTAN vers l'Est, d'intégrer davantage de pays européens à l'Occident et de continuer à parler de politique internationale comme s'il existait un groupe de pays que l'on pouvait appeler l'Occident. Et en réalité, cela avait beaucoup de sens. De plus, l'Occident, durant le moment unipolaire, s'intéressait à la diffusion de la démocratie libérale dans le monde entier. Comme vous le savez, les États-Unis, pendant cette période unipolaire, ont adopté une politique étrangère d'hégémonie libérale. Nous étions, à la manière de Francis Fukuyama, désireux de répandre la démocratie sur toute la planète, parce que nous pensions que c'était une bonne chose. Les Européens ont adhéré à cette entreprise. Cela s'est manifesté le plus clairement par l'élargissement de l'OTAN. Au départ, l'élargissement de l'OTAN visait avant tout à diffuser la démocratie libérale, l'interdépendance économique et plus largement les institutions occidentales en Europe de l'Est. Il était donc très facile, pendant le moment unipolaire comme pendant le moment bipolaire, de parler de l'Occident. Mais ce monde a disparu. Et ça tient en grande partie au fait que, pour la première fois dans l'histoire américaine, la région la plus importante du monde pour nous, pour les États-Unis, n'est plus l'Europe. C'est l'Asie de l'Est, en raison de la montée en puissance de la Chine. C'est donc un impératif très fort pour les États-Unis de se réorienter vers l'Asie et de se désengager de l'Europe. Et quand on a quelqu'un comme Trump qui est président et qui méprise les Européens, et qu'on combine cela avec les impératifs structurels qui nous poussent à nous tourner vers l'Asie de l'Est, on va voir apparaître de grandes fissures dans la relation transatlantique. Il est très important de souligner qu'à mesure que la relation transatlantique se détériore, que les relations entre les États-Unis et l'Europe s'aggravent, les Européens se retrouveront livrés à eux-mêmes d'une manière qu'ils n'ont pas connue depuis longtemps. Je pense qu'il faudrait remonter à 1945, voire aux années précédant 1945, pour trouver des situations où l'Europe était pratiquement seule et ne bénéficiait pas du rôle apaisant des Américains. Et ce que cela signifie, c'est que vous verrez des fractures au sein de l'Occident. On peut déjà le constater en Europe aujourd'hui. Il existe toutes sortes de lignes de faille à l'intérieur de l'Union européenne et, plus largement, au sein du continent européen. Et d'ailleurs, comme nous en avons déjà parlé, les Russes feront tout leur possible pour accentuer ces lignes de faille. Ils feront également de grands efforts pour détériorer les relations entre les États-Unis d'un côté de l'océan et les Européens de l'autre. Il y a donc ici de nombreuses forces à l'œuvre qui sapent cette idée d'un Occident relativement homogène qui existait à l'époque de la bipolarité et de l'unipolarité, mais qui commence aujourd'hui à s'effriter.